Monsieur le ministre, votre portefeuille fait partie des secteurs mis en arrêt à cause du confinement dû à la crise sanitaire du coronavirus. Cependant, dans le plan de déconfinement dévoilé par le Premier ministre, chef du gouvernement, la reprise des cours est annoncée au 1er juin pour les classes d'examen. Comment alors comptez-vous organiser les cours dans ces classes et à quand peut-on espérer pour les examens d'État? Les examens d'État seront organisés. Il faut compter à partir du 1er juin, il faut compter au moins minimum 5 à 6 semaines après. Parce que les cours que nous reprenons au 1er juin nous permettent de compléter le volume horaire de l'année pour avoir le nombre effectif d'heures de cours ou de semaines de cours qu'il faut avant d'envoyer les enfants en classe à l'examen. Comme vous le savez, les cours ont été arrêtés depuis le 18 mars. Nous étions juste après en période de vacances. Le 3e trimestre devait reprendre le 6 avril et en principe, pour le 3e trimestre, nous devons avoir 6 semaines de cours. Ce sont ces 6 semaines de cours que nous reprenons à partir du 1er juin. Ça va nous amener vers le 6 juillet. Quand on a complété ces 6 semaines de cours, à partir de là, on pourra commencer à programmer les examens d'État. Par exemple, on peut supposer qu'entre le 7 et le 14 juillet, on peut avoir le certificat d'études primaires élémentaires. Entre le 14 juillet et le 21 juillet, voilà, on peut avoir le baccalauréat. Et entre fin juillet et début août, on peut avoir le BPC. Ça sera déterminé au niveau des cadres du ministère de l'Enseignement, au niveau du gouvernement, pour fixer le nouveau calendrier des examens. En s'appuyant sur les critères de validation prévus par l'UNESCO, le plan de déconfinement vous appelle à considérer les moyennes des 2 premiers trimestres de l'année 2019-2020 pour valider les passages en classe supérieure. Que se passera-t-il en septembre prochain, mois annoncé par le Premier ministre pour la reprise des cours dans ces autres classes? Pourquoi le Premier ministre a parlé de la reprise des cours en septembre? Comme vous le savez, on a décidé pour sauver l'année scolaire et donner les chances aux élèves que la moyenne de passage, pour ceux qui sont en classe de passage, ce sera on prendra en compte pour le passage des élèves en classe supérieure, en prenant en compte leur moyenne des 1er et 2e trimestres. Ce qui veut dire, un élève qui, au regard des 2 moyennes de 1er trimestre conjuguées, aura fait 10 de moyenne. Il a eu par exemple 11 au 1er trimestre, 9 au 2e trimestre. Quand on conjugue les 2 moyennes, il a 20 divisé par 2, ça lui fait 10. Son passage est garanti. Mais prenez l'hypothèse de cet enfant qui aurait eu 8 au 1er trimestre. Il a eu 9 au 2e trimestre. Les 2 moyennes conjuguées lui feront à peine 8 de moyenne. Mais il était en train d'espérer de se rattraper au 3e trimestre en faisant par exemple 10 ou 11 et justifier son passage. Si on ne lui donne pas l'occasion de faire son trimestre, il aura subi un préjudice. C'est pourquoi on a dit, pour les enfants qui se retrouveraient dans cette situation, qui voudraient rattraper leur moyenne au 3e trimestre, nous leur donnerons la possibilité de revenir en septembre, faire des évaluations de rattrapage, de façon à ce que l'égalité de tous devant le succès scolaire soit garantie. Ils feront donc leur examen de passage, leur examen de rattrapage en septembre, pour que, si nous devons reprendre les cours de façon effective, la rentrée en octobre, que nous sachions qui va en classe supérieure et qui reprend la classe. Voilà. Pour tenter de pallier à l'absence des cours en présentiel, vous avez opté pour la dispensation des cours à la télévision et via Internet. À cela, vous avez ajouté les polycopies que vous donnez aux élus locaux à distribuer aux élèves dans tous les départements du pays. Pensez-vous, monsieur le ministre, que ces méthodes sont efficaces dans un pays où l'électricité et la connexion Internet ne couvrent pas la totalité des populations? À ce jour, tous les programmes, tous les outils que nous avons mis en place dans le cadre de l'école à domicile étaient des outils alternatifs. C'était pour suppléer le manque de cours en présentiel. Puisque les enfants ne venaient pas à l'école, ils ne devaient pas rester à la maison. On a développé tous ces outils pour que ça remplace tant soit peu les cours en présentiel que nous allons compléter d'ailleurs à la reprise des cours. Après tout ça, on peut dire que ça a été un succès. Un succès parce que nous avons réussi à doter tous
les établissements scolaires de l'intérieur, de tous les 10 départements du pays, tous les établissements scolaires, du primaire en terminale, pour ceux qui sont en classe d'examen, ils ont réussi à être dotés de tous les cours polycopiés. Donc, c'est déjà un grand exploit parce que réussir à donner le cours à Yabambeti, à Baranzoko, à Makoti Poko, ce n'était pas facile. Avec l'aide des élus, nous avons réussi à faire en sorte que tous les élèves sur toute l'étendue du territoire national, s'agissant des départements d'intérieur et leurs cours, au bout de pratiquement 30 jours ou 45 jours de travail efficace. Depuis cette semaine, nous avons commencé à alimenter le département de Pointe-Noire. Au plus tard lundi, Pointe-Noire aura tous ses cours. Et la semaine prochaine, nous allons fournir le département de Brazzaville. On peut dire que c'est un succès. On peut dire aussi que c'est un succès s'agissant des cours à la télévision. On peut supposer que nous avons dans les grandes villes au moins 80% de couverture médiatique dans les grandes villes et environ peut-être 40-45% de pénétration médiatique dans les départements de l'intérieur. Quand nous conjuguons les deux, on prend les 80% de couverture médiatique à Brazzaville, on prend les 40% de couverture médiatique à l'intérieur du pays. En moyenne, nous avons donc au niveau national 60% de couverture médiatique. Si nous avons réussi à donner les cours à la télé à 60% de notre population, on n'est pas en dessous de la moyenne. Ça veut dire que c'est quand même déjà encourageant. Pour terminer, Monsieur le Ministre, quel avantage tirez-vous de toutes ces méthodes que vous avez mises en place? L'avantage que nous avons dans ce programme, c'est que nous avons transformé la crise en opportunité. On a pris à cœur les défis que nous imposait la situation de crise sanitaire actuelle pour comprendre les défaillances de notre système et trouver les moyens d'amélioration de ce système. On s'est dit, si en période de crise, nous avons réussi à assurer la continuité pédagogique au travers de ces programmes, mais on peut se servir des mêmes programmes pour que, même en temps normal, que ces programmes viennent s'ajouter aux programmes traditionnels. Au lieu que l'enfant ne se contente que des explications du professeur, il sait désormais qu'il peut avoir les mêmes informations en ligne. Au lieu qu'il n'ait son téléphone que pour ses WhatsApp, sur ses lettres d'amour, d'adolescence, ses messages d'adolescence à ses amis, il sait maintenant que le téléphone qu'il a est un outil didactique important. Et que dans ce téléphone, il y a tous les cours. Le cours qu'il n'a pas compris à l'école, il peut désormais chercher à mieux le comprendre au travers de son téléphone. Et comme nous savons qu'il y a une couverture numérique d'environ 48-50% sur toute l'étendue du territoire, ce ne serait pas mauvais. Et ça amènera les parents d'élèves. On parle du principe que dans chaque maison, il y a au moins un smartphone. Si les enfants ne l'ont pas, papa ou maman au moins l'a. Dès l'instant où il y a un smartphone dans la maison, on va se servir du téléphone des parents pour le bien-être, pour l'avenir de l'enfant, comme nous nous servons de la télévision. Nous partageons tous la télévision à la maison, donc le téléphone peut aussi être un bien commun pour permettre aux enfants d'aller télécharger les cours que l'État met à leur disposition.